Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors avec un z.com. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 119e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 22 mai. Il est exactement 19h20 heure de Paris, 13h20 heure de Saint-Barthélemy aux Antilles, où se trouvent nos 3 invités qui, vendredi dernier, ont terminé après un peu moins de 19 jours de mer aux 3 premières places de la Transat Paprec qu'ils vont nous raconter en détail. Honneur en vainqueur, Loïs Béréard qui, avec Charlotte Yvan, s'est imposé sur skipper massif. Salut Loïs. Salut Axel, salut tout le monde. Également avec nous, Gaston Morvan, deuxième de cette Transat Paprec avec Anne-Claire Lebert sur Région Bretagne, Crédit Mutuel de Bretagne Performance. Salut Gaston. Bonsoir Axel, bonsoir tout le monde. Et notre troisième invitée est Pauline Courtois qui a quant à elle pris la 3e place à bord de Mutuel Bleu avec Corentin Auro. Et ces 3-là ayant terminé en moins d'1 heure dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Salut Pauline. Salut Axel, salut tout le monde. Eh ben écoutez, juste avant de vous donner la parole, un petit rapide rappel de cette Transat Paprec qui pour la première fois s'est courue en double mixte. 11 tandems étaient au départ de Concarneau le 30 avril, 11 ont coupé la ligne d'arrivée à Saint-Barth entre vendredi et samedi. Et c'est donc Loïs Béréard et Charlotte Yvan qui inscrivent leur nom pour la première fois au palmarès d'une Transat dont la première édition a eu lieu il y a exactement 31 ans en 1992 et je crois que parmi vous 3, seule Pauline était née cette année-là. Loïs, honneur en vainqueur, on va commencer par toi. Tu disais peu après le passage de la ligne dans la nuit de vendredi à samedi que tu avais du mal à réaliser que tu avais remporté cette Transat après. Qu'est-ce que 3 jours après, ça y est, tu te sens vraiment dans la peau du vainqueur de cette Transat en double? Quand même, ça va. Au bout d'un moment, une fois qu'on arrive à Saint-Barth, déjà ici, l'ambiance et les locaux savent bien nous mettre, savent bien nous mettre en condition pour nous faire réaliser. Non, mais c'est vrai que j'ai dit ça parce que c'était tellement intense pendant la course et on était tellement au taquet et jusqu'au passage de la ligne parce que comme Gaston et Anne-Claire étaient vraiment juste derrière, on est vraiment resté concentrés jusqu'au bout et du coup, on était encore dans notre lancée de notre transat et on a mis un peu de temps avant de se poser et de se dire ça y est, c'est bon, c'est gagné, c'est validé quoi. Mais non, t'inquiète, j'ai bien réalisé là, c'est bon, ça y est, j'ai bien atterri. Bien réalisé, bien fêté ça, j'imagine. Ouais, on a gardé une belle cadence là pendant 3 jours. Mais non, c'est chouette. Il y a un bel état d'esprit même entre les coureurs à l'arrivée et c'était chouette de tous se retrouver après cette tiré la bourre parce que là en tout cas entre ces 3 équipages là, on s'est tiré la bourre. C'était dingo, hein. C'était vraiment, j'ai l'impression de faire vraiment de faire du Figaro à l'échelle de l'Atlantique quand on a été c'était dingo. On a été à vue à vue ou à portée d'AIS quasiment pendant toute la course quoi. Donc c'est dingo quoi.
Ouais, Ouais. vous allez nous raconter justement l'intensité de cette régate pendant ces un peu moins de 3 semaines de course. Pour toi, et pour Charlotte, quel sentiment, surtout pour toi, Loïs, quel sentiment dominait une fois que tu as coupé la ligne? Une intense joie, de la un soulagement? Quel était un peu ton sentiment, en coupant cette ligne en vainqueur? Bah, c'était, c'était un peu c'était un peu genre, ça y est, c'est bon, c'est coché, quoi, c'est validé. La transat, ça y est, c'est bon. Et voilà, et direct, je pense, 10 minutes ou un quart d'heure après, je me disais déjà, maintenant il reste plus que la solitaire. Mais la transat, ouais, non, c'est cool. C'est vrai qu'il y a 2 ans, avec Tom, on n'était pas passé loin de déjà la gagner. Et là, on avait pris l'option sud, et du coup, voilà, c'était pas passé pour nous. On avait quand même terminé troisième, mais on y avait bien cru pendant une bonne partie de la transat, et du coup, on était content de faire un podium, mais un peu frustré de pas la regagner. Et cette fois, ça y est, c'est bon, quoi. Donc la transat, voilà, il m'aura fallu 3 éditions, mais c'est coché. Bon, effectivement, une troisième place, il y a 2 ans avec Tom Laperche, sur le bateau qui est aujourd'hui, Crédit Mutuel, CMB Performance, celui sur lequel navigue, Gaston. Gaston, toi, 2e place pour ta première re transat en course. Je ne sais pas si tu avais déjà fait une transat, auparavant, peut-être en plaisance, j'en sais rien, mais première transat en course, est-ce que c'est conforme à ce que tu souhaitais en t'élançant au départ de Concarneau le 30 avril? Ouais, c'est plus que conforme. On aurait signé, hein, je pense qu'ils nous auraient dit, bon, on part, quelques jours avant le départ, tu nous aurais dit, on part pour une deuxième place. Tu aurais dit, vas-y, on signe, il n'y a aucun souci, on était contents. Et non, c'est mieux que ce qu'on pouvait espérer. On s'était pas autant entraîné que les autres, par rapport à Charlotte et Loïs. On a été un peu moins entraînés. On n'a pas fait l'hiver ensemble avec Anne-Claire. On était sur la Volvo Ocean Race, et moi, j'étais en Figaro aussi, mais on n'a pas autant rodé le duo. Et écoute, on a bien navigué, on a trouvé nos marques assez vite. On avait bien travaillé en amont sur ce qu'on a pu en termes de préparation mentale, préparation un peu de notre communication. On a essayé de combler un peu le retard en travaillant un peu différemment. Et écoute, non, ça va, c'est bien. Pour une première transat en course, faire deuxième en ayant été capable de jouer la victoire quasiment jusqu'à la fin, en ayant poussé fort derrière pour remettre la pression C'est à le moins Loïs et Charlotte. c'est le moins qu'on puisse dire. Mais non, on y a cru jusqu'au bout de la victoire, par contre. Jusqu'à que Loïs et Charlotte coupent la ligne, on espérait qu'ils tombent dans un dévent de l'île. On savait pas trop comment ça allait se passer autour de Saint-Barth, mais on a eu des espoirs jusqu'au bout. C'est qu'après, on était quand même content de passer la ligne en deuxième position. Corentin et Pauline n'étaient pas loin derrière aussi, donc on faisait attention à nos arrières. Mais voilà, seconde place, elle a quand même une bonne saveur. Mais du coup, pour la solitaire, ça va me donner faim, et j'espère que Loïs, il va regretter d'avoir gagné la solitaire, la transat, et m'avoir aiguisé les dents comme ça. Bon, Je l'ai Pauline, regardé dans mon rétro. vous allez nous raconter, dans le détail où ça s'est joué, ces petits écarts à l'arrivée. Pauline, toi, c'était, toi, ta toute première transat, hein. Je crois que tu avais pas passé plus de nuits en mer, avant de t'élancer de Concarneau. Quelle saveur elle a, cette troisième place, ce podium avec, Corentin, sur un Mutuel bleu? Ouais, comme les gars, on est vraiment très contents. C'est assez fou d'avoir retrouvé, cette intensité tout au long de la course. Alors on m'avait un peu prévenu, donc je m'attendais un peu à ça, mais là c'était juste fou. Enfin, franchement, on est resté, comme disait Louis, on est resté à portée d'AIS, voire à vue, mais quasiment tout du long. Quand il y en avait un qui optionnait, 12 heures après, ça recroisait, c'était encore au contact. Ouais. On n'a jamais réussi à faire des gros écarts qui se sont concrétisés. Quand ça s'est passé devant, il y a eu des dépassements tout le long tout le long de la traversée, et cette intensité, elle a été vraiment top. Bon, on va revenir 3 semaines en arrière. Pauline, comme je disais, c'était ta toute première transat en course en Figaro. Ouais, tu étais jusqu'ici surtout une spécialiste du match race notamment. Dans quel état d'esprit tu étais, toi, au moment de t'élancer, avec Corentin Roux, qui lui a quand même pas mal d'expérience du Figaro, et qui avait déjà couru cette transat? Est-ce qu'il y avait de l'appréhension? C'était un peu une part d'inconnu pour toi? Dans quel état d'esprit tu étais au moment de t'élancer le 30 avril? Ah bah oui, c'est sûr, c'était complètement inconnu, hein. J'avais vraiment fait, je t'ai dit, en course, 48 heures, c'était mon maximum. Donc ça, c'était vraiment l'incertitude. Je savais pas trop ce que ça allait donner sur la longueur.
j'ai essayé de pas trop y penser, de pas trop m'imaginer et de vivre le truc un peu sur le moment, parce que je me disais que si j'y pensais un peu trop avant, sur la durée ça pouvait faire un peu peur, alors qu'en prenant les trucs un par un, finalement t'es vite dans le rythme et t'es vite pris par le jeu, parce que les copains ils te laissent pas ils essayent de pousser aussi au maximum, donc en fait cette intensité elle fait que On n'a pas vu le temps passer. on n'a pas vu le temps passer, ouais, c'est clair. passé plutôt très très vite. Ouais, avec un départ qui a été donné dans des conditions plutôt calmes, c'était pour toi qui étais novice, c'était finalement des conditions assez idéales pour s'élancer, ou tu aurais pas préféré commencer dans du vent fort? J'imagine que c'est toujours plus agréable de s'élancer dans des conditions comme ça. Ah bah ouais, c'est sûr qu'on c'est monté un peu crescendo. On est parti dans de la molle de Concarneau, et assez vite, on a pris un peu plus de vent. Donc et puis assez vite, on a mis aussi un spi. Donc c'est quand même plutôt des conditions assez rêvées pour partir. Mais ouais, je sais pas si les conditions, c'est vraiment le paramètre qui me faisait peur. C'était plutôt moi, c'était vraiment plutôt la longueur. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Moi, le match racing, c'est quand même plutôt 20 minutes. Là, c'était quand même plutôt 20 jours. Donc, C'est clair que quand tu compares. donc c'était surtout cette différence de format qui me faisait appréhender plus que le reste. Ça reste du bateau. Et comme Corentin connaît très très bien le Figaro, moi, il m'a mis dans des super conditions pour apprendre et pour apprendre vite. Donc là-dessus, j'étais pas trop inquiète. Il m'a vraiment super aidé là-dessus. Et moi, c'était vraiment la longueur qui me faisait appréhender. Mais le contact m'a bien aidé à faire passer ce paramètre. Gaston, toi, comme tu le disais, tu avais constitué ton duo avec Anne-Claire Lebert assez tard, hein. Elle avait notamment disputé la 2e étape de The Ocean Race sur Guyot Environnement. Est-ce que tu avais un peu des doutes sur le duo que vous formiez? Vous aviez peu d'entraînement dans les jambes, comme tu le disais, contrairement, par exemple, à Loïs et Charlotte qui s'entraînaient ensemble depuis le début de l'année? J'avais pas de doute sur son niveau, son potentiel et sa capacité à trouver ses marques sur le Figaro et à faire une belle prestation. Mais après, je savais que ça allait être compliqué qu'on se mette en place, qu'on mette tout. Ça demande quand même beaucoup de boulot, hein, de travail pour être arrivé sur la Transat et être bon dès le départ, parce que ça peut aussi très bien se jouer sur les premiers jours de course et on peut perdre la Transat à ce moment-là. Et j'avais peur du début de course. J'avais peur qu'on loupe un peu le début de course, qu'on prenne un petit wagon par rapport aux autres bateaux qui sont déjà très bien rodés. Là, c'était un petit peu le cas. On a pris quelques longueurs de retard au début. Après, on a réussi à revenir assez vite vers les canaux. On était déjà bien placés. Et par contre, maintenant, le duo, il s'est bien formé. On a réussi à trouver bien nos marques. Anne-Claire a super bien navigué. Elle était hyper investie sur la performance du bateau et elle a mis tout l'engagement qu'il fallait. Et donc, je pense que moi aussi, elle m'a tiré vers le haut. Je l'ai tiré vers le haut. On a eu des moments un peu plus durs que d'autres. Chacun a des moments différents. Et je pense qu'on a réussi à se pousser mutuellement. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu bien performer. Et on savait que ça allait passer par là. Et en tout cas, ça s'est confirmé. Loïs, toi, tu le disais, hein, tu avais terminé 3e de la précédente édition, avec Tom Laperche. Vous aviez commencé à vous entraîner très tôt avec Charlotte au sein d'une filière, la filière Skipper Massif, qui produit en général des résultats. Donc vous étiez forcément, on vous citait régulièrement parmi les favoris de cette Transat Pas Près. Qu'est-ce que tu avais une certaine pression sur les épaules? On sait que parfois tu peux te mettre une pression de résultat assez importante. Bah écoute, une pression, ouais quand même parce que forcément parce que déjà c'est un beau projet et comme tu dis il y a eu beaucoup de résultats par le passé. Ceci dit, c'est la première fois que Skipper Massif gagne la Transat, donc c'est cool. Ouais. Et donc du coup peut-être ça m'a enlevé un peu de pression, j'en sais rien. Non mais franchement voilà, moi j'avais déjà goûté au podium et donc du coup c'est vrai que j'avais vraiment envie de la gagner celle-là parce que j'affectionne beaucoup les transatlantiques aussi en général, c'est des courses sur lesquelles j'aimerais bien briller aussi par la suite sur d'autres supports, donc du coup j'y apporte beaucoup d'importance et c'est vrai que quand Charlotte est arrivée dans l'équipe et que j'ai commencé à lui dire bon par contre moi je pars je pars pour gagner parce que aller pour même faire un podium ça m'emmerde. Alors qu'elle avait jamais traversé, c'était un peu bon. Elle m'a regardé un peu genre d'accord, mais on a hyper bien anticipé le truc et bossé le truc pour justement être prêt et je pense qu'on a balayé quasi. Enfin on a essayé
négliger aucun aspect, que ce soit sur la préparation mentale, la méthodologie de fonctionnement à deux, l'avitaillement. Enfin, vraiment, on y est allé à fond sur tous les paramètres pour être sûr. Après, on sait très bien que sur des transats, en plus en Figaro, il peut y avoir des options que on n'est pas forcément maître de. Enfin, voilà, j'avais cette expérience-là de l'édition précédente avec Tom où on avait eu l'impression de faire un sans faute et puis voilà, c'était pas de notre fait, mais l'option nord était passée et puis c'était comme ça. Au moment où on avait pris cette décision de l'option sud avec Tom, on n'avait plus qu'à gagner notre paquet, c'était bon. Puis finalement, il y a eu un retournement de situation. Donc quand on part pour une transat, on sait jamais exactement et ça dépend pas que de nous. Donc voilà. Et puis en voile de manière générale. Donc de toute façon, il faut un peu relativiser par rapport à ça. Et puis voilà, j'ai bien travaillé avec Madame c'est Alice Ponsard dans laquelle vous entendrez parler encore pendant les années à venir, avec qui on a fait un super boulot. Et voilà, j'ai résolu tous les petits blocages et puis ça a marché, donc c'est cool. Ça, c'était sur ta préparation mentale, c'est ça? Ouais, dans laquelle j'ai inclus Charlotte pour la transat. C'était super, on a fait un super boulot, donc c'était parfait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le début de cette transat Paprec, hein? Vous êtes parti donc dans des conditions assez légères, mais ça s'est assez vite corsé. Raconte-moi un peu cette première partie de parcours jusqu'au Cap Finistère, jusqu'aux Alizés portugais. Ouais. Déjà on est parti. Déjà on était franchement dans un état d'esprit où on voulait prendre tout ce qu'on pouvait chaque mètre. C'est pour ça que voilà, le prologue on est allé à fond, on l'a gagné. Le parcours côtier à Concarneau, on est ressorti en tête. Enfin, je pense d'ailleurs qu'on passe toutes les marques en tête de cette transat. Non, t'en passes une devant nous? Dégagement, c'est moi qui passe en tête. Ah oui, à dégagement, excuse-moi Gaston. Et non, mais voilà, on était vraiment dans l'état d'esprit de prendre chaque mètre et d'être au taquet. Et puis après, après on est parti. Une fois qu'on est sorti du parcours côtier, il y avait encore une dorsale à traverser. Ça c'est un exercice jamais simple parce que il y a un moment donné où le vent mollit complètement et ça repart. Donc il y a toujours un petit peu d'aléatoire dans ces moments-là. Donc il faut être zen et inspiré. Et donc au final, c'est presque plus difficile à gérer en stratégie qu'un passage de front où c'est plus facile de se placer puisqu'on avance tout le temps. Et voilà, c'est pas évident non plus, mais au moins on n'est pas arrêté et on est un peu maître de notre destin. Quand on traverse une dorsale, qu'on perd notre spi et qu'on s'arrête à 0 nœud, c'est plus compliqué de prendre des choix stratégiques. Une fois qu'on est là, on est là. Donc du coup, voilà, on voulait, comme disait Gaston, on voulait pas essayer de pas louper le train. Et donc du coup, c'est ce qui rend difficile l'exercice de traverser le golfe quand il y a une dorsale, c'est que si un bateau optionne et qu'il optionne bien, il peut s'échapper et c'est toujours plus confort de commencer une transat, même si c'est long, en ayant des milles d'avance. Donc le but, c'était pas forcément d'avoir des milles d'avance, mais déjà de pas en avoir en retard. Et on a rempli cet objectif-là. Je pense qu'au Cap Finistère, c'est Cap Ingélec qui a dû faire la meilleure trace. Mais bon, voilà, ça c'était pas énorme. Il y avait même pas 10 000, je pense. Ils avaient même pas 5 ou 10 000 d'avance. Non, c'est vraiment encore hyper compact. Ouais. Heureusement, la flotte s'est pas trop éclatée à ce moment-là. Mais, c'était un peu l'appréhension que j'avais. J'espère que la dorsale va pas faire trop de dégâts directs, quoi. Voilà. Pauline, comment toi tu as vécu ce début de course? Est-ce que tout de suite la routine se met en place avec Corentin? Vous rentrez tout de suite dans un fonctionnement de car, chacun se succède? Comment tu as vécu le début de ta toute première transat? Ouais, oui, ça s'est assez vite mis en place, mais en fait, le début, c'est encore très, très, très compact et ça se décante tout doucement. Donc, le début, on était bien tous les deux un peu sur le pont, voilà, le temps que les 24 ou 48 premières heures, on n'a pas beaucoup dormi. Après, c'est vraiment mis en place à ce moment-là. On est parti exactement dans le même état d'esprit que ce que Loïs a dit. On voulait vraiment rester dans le bon paquet, pas faire des choses extrêmes, mais vraiment rester rester dans le bon train et être capable de jouer par la suite. On s'était dit que ça se gagnerait pas là, mais par contre que ça pouvait se perdre là. Donc vraiment faire des choses simples. On savait qu'on était assez confiant sur le fait qu'on allait vite, donc voilà, faire confiance à la vitesse et se placer pour pas prendre des risques un peu inconsidérés et rester dans le bon wagon. Donc ça, c'était vraiment notre mot d'ordre sur le départ.
Ouais, est-ce que vous avez réussi à faire, Gaston, vous, comme tu le disais au départ, il y a eu quelques petits milles perdus sur la première partie de cette descente vers les Canaries. Tu l'expliques comment? On prend un super départ et ça, on s'est bien régalé sur le parcours côtier là dans la baie de Concarneau. Donc, on était content de. Il a fermé la porte à tout le monde, alors qu'on partait pour une transat. Exactement. Je voulais montrer à Pauline Coursois que entre deux bouées, on n'était pas non plus ridicule en course au large. Je voulais faire une dinguerie au départ, Corentin m'a calmé. Et voilà, et du coup, on fait un bon départ, on était content. Et après, dans la dorsale, on n'a pas forcément fait une super trace. On a peut-être loupé des petits décalages et des petits écarts. Et là-dessus, Pierre Le Boucher et Kevin Bertel ont été super forts. Mais on n'était pas décrochés, on était juste quelques longueurs derrière. On était un petit peu en retrait, mais on savait c'était sous contrôle. Il n'y avait pas une distance qui s'était créée. De là à perdre le contact des autres pendant toute la transat, il restait encore beaucoup de milles. Et donc, non, ça allait. Après, ça nous a pas perturbé dans le fonctionnement. On était toujours positif. On attendait que ça revienne, mais on sait que sur la solitaire du Figaro, des fois, il reste un bord tout droit qui dure 5000 et il y a tout qui se passe sur ces bords-là. Donc on s'est dit que sur une distance qui restait sur la transat, il n'y avait aucun stress à avoir et qu'il allait se passer encore plein de choses. Et c'était le cas. Bon, vous avez quasiment tous fait l'intérieur du DST au Cap Finistère, hein. Je crois qu'il y a deux bateaux qui sont passés à l'extérieur. Après, vous attaquez l'Alizé portugaise. Ça a été engagé au moment, là, vous lâchez, vous mettez le spi à ce moment-là. Ça a été engagé, cette descente du Portugal. Je ne sais pas qui veut parler de ça. Le DST Cap Finistère, il y avait quand même un questionnement. En tout cas, en partant, on n'était pas du tout sûr de l'option intérieure. C'était même plutôt moins de points pour passer intérieur qu'extérieur, mais au final, le vent s'est un petit peu décalé et on s'est tous dit, je pense qu'en termes de trajectoire, c'était plus intéressant de passer à l'intérieur. C'était le cas. Et après, le long du Portugal, non, pas d'alizé portugais. C'était les moments sous Jenaker, au vent de travers. Ouais, en fait, ça avançait bien, mais il n'y avait pas trop de vent, donc un peu dommage. On a perdu un peu de milles, je pense, pour faire un record sur la course, mais c'était agréable comme condition. C'était bien vivable à bord, c'était assez confort. Et l'atterrissage sur les Canaries s'est fait progressivement. On a mis le spi, on a accéléré, mais il y a eu un peu de temps le long entre Cap Finistère et Lisbonne. C'était plutôt sympa au reaching. C'était pas une situation classique. En fait, on allait chercher une dépression, on allait chercher un front. Après, en fait, on a commencé par une dorsale, ensuite on allait chercher un front, et après on a reglissé sous la dorsale et sous l'anticyclone des Açores. Mais ça s'est fait en 2 fois, quoi. On a fait 3 systèmes météo différents pour arriver aux Canaries, quoi. Au lieu d'en faire un ou deux, enfin, traditionnellement, on en prend un ou deux, et là on a fait en 3 fois. Ce qui était intéressant, parce que ça a remis du jeu plusieurs fois, et ça a fait du beau match, quoi. Enfin, j'ai trouvé. On s'est pas ennuyé sur la route Concarneau Canaries. Il y a tout le temps plein de routages à faire, plein de stratégies, des réflexions, des petits décalages, des recalages. C'était passionnant, ouais. C'était vraiment intéressant. Pauline, toi, tu commençais à découvrir la longueur. Est-ce qu'il y a un moment où tu commences à fatiguer? Est-ce qu'il y a un moment où tu as commencé à ressentir de la fatigue? Si oui, quand? Bizarrement pas trop, mais parce que vraiment c'était hyper varié. On était vraiment contact à ce moment-là. Et puis j'étais avec Corentin Roux qui me faisait de la distraction. Une énergie communicative. Exactement, débordante. Non, en fait, c'était tellement varié et tellement au contact que si on lâchait, on se faisait tout de suite prendre des longueurs. Donc on était obligé de rester focus, vigilant et assez à fond tout le temps. Donc ça aide quand même à tenir un peu sur le qui-vive. Ouais, est-ce que tu as été surprise par le rythme? Justement, on parlait pas mal du rythme à mettre avant le départ sur une telle course, qu'il fallait tout de suite mettre de l'intensité. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surprise, ou finalement tu t'étais quand même un peu entraîné en amont, donc tu t'attendais un peu à ça? Alors on n'a pas eu le temps, nous, comme Gaston et Anne-Claire, de beaucoup s'entraîner en raison de nos plannings respectifs, mais par contre on m'avait assez prévenu, et c'est aussi un peu ce qui m'a fait accepter. J'avais pas forcément prévu de faire de la course au large tout de suite. J'avais même plutôt annoncé que c'était quelque chose qui me disait pas trop dans l'immédiat. Mais le fait que ce soit en monotype, et puis Corentin il m'a bien vendu le truc, les copains ils se contactent tout le temps, c'est vraiment quelque chose qui a fait pencher la balance pour vers le fait que je me dise que ça pouvait être sympa. Il nous a payé cher pour qu'on reste au contact. Ouais, il a été bon. Et du coup j'étais pas étonnée, mais par contre c'est sûr que ça demande un investissement
de tous les instants parce que les copains ils attendent pas. Ouais, bien sûr. Loïs, vous passez la marque de la Palma en tête, hein, comme tu disais, vous avez presque passé tous les points de passage en tête. Et d'ailleurs, vous avez au passage vaincu la malédiction du vainqueur du prologue, qui en Voilà. général ne gagne jamais la course. La malédiction est vaincue. Raconte-moi un peu le passage de la Palma. Je pense qu'au moment où vous passez la marque virtuelle, vous retournez, vous voyez quasiment tout le monde. Ouais, carrément. Bah, la Palma, j'avoue que j'étais un peu, pas stressé, mais j'étais en fait, avec donc ce vent de nord-est là, en fait, ça fait une accélération, ça fait un frottement le long de l'île, parce que l'île est très haute, elle fait quasiment 2000 mètres de haut, je crois. Et ça fait un phénomène assez impressionnant. Il n'y a pas de nuages, il n'y a rien, il n'y a pas de mauvais temps, mais il fait grand bleu, grand soleil, ça paraît pas comme ça. En fait, il peut y avoir des accélérations très fortes de vent très fort. Et il y a 2 ans, on était passé là, on était allé chercher la courbure vraiment au bord de l'île pour jouer le truc à fond, et c'était monté super fort, et on s'était fait bien correctionner. C'était très chaud, tout le monde s'était mis complètement en vrac. Et ouais, nous avec Tom, on avait eu, on s'était fait quand même un peu peur. Et, et j'avais bien conditionné Charlotte pour le truc, peut-être même un peu trop. Et du coup, voilà, je voulais pas refaire la même erreur, je voulais faire ça assez prudemment. Et donc du coup, je regardais les autres dans le rétroviseur, mais c'était pas la priorité, quoi. La priorité, c'était de faire une belle trace et de pas se mettre en vrac. Et en plus, quand on est passé, il y avait du vent. Bon, il se trouve qu'il y en avait moins qu'il y a 2 ans, mais voilà, la stratégie, c'était de pas faire de grosses bêtises à ce moment-là. Mais ouais, on surveille assez vite. On a vu que c'était pas trop extrême, et on s'est remis en mode course. Mais il y a eu un petit moment quand même où je me suis mis en mode, voilà, on fait pas de bêtises, et il y a plus à perdre qu'à gagner, quoi. Donc voilà, Ouais. c'était l'état d'esprit en passant. Effectivement, je crois qu'il y avait eu quelques vracs mémorables il y a 2 ans au passage des Canaries. Ouais. Gaston, toi, dans quel état d'esprit vous êtes au moment du passage de la marque avec Anne-Claire? Vous êtes, je crois que les 5 premiers passent en moins d'une demi-heure à la marque. Vous êtes dans le coup, vous êtes content d'être où vous êtes? Ça fait déjà 2 ans qu'on parle de la Palma, de l'accélération et du danger que ça peut avoir, les récits de Tom et Loïs et d'autres qui font toujours un peu peur. Donc on s'était dit qu'on n'allait pas faire n'importe quoi à la Palma, qu'on allait préparer bien le bateau et pas prendre tous les risques. Et écoute, on a bien géré l'approche, on a fait un bon petit coup, un petit décalage qui nous a permis de revenir super bien et un peu avec un angle plus serré sur le waypoint. On était presque, on a vraiment rasé le waypoint, et après on était derrière Massif et Mutuelle Bleue et juste devant Normandie, on était tous je pense qu'il y avait 1 000 d'écart. Donc Ouais. on regardait chacun, qu'est-ce qui jette, qu'est-ce qui engage, qu'est-ce qui est joueur, qu'est-ce qui est prudent. Et Corentin et Pauline ont déjà bien en premier, on s'est dit bon, c'est lui qui connaît, Corentin, c'est lui qui connaît le mieux cette partie-là, c'est lui qui a fait le plus de transat, donc Et c'est lui qui a fait le plus gros vrac, je on crois. l'a pris en repère, mais on savait qu'il s'était fait peur. Et après, nous, on a poussé un petit peu plus loin que les autres, et ça allait, ça s'est bien géré. Et après, quand le vent est rentré, on a fait notre route, on a fait attention à bien préserver les spies. Donc, on a passé sous petit spi, alors que c'était encore à peu près gérable. On commençait ça a commencé à être intense et à solliciter bien le matériel. Donc, on voulait surtout pas déchirer un spi là. On savait que ça allait être une vraie pénalité de ne pas avoir des notes de spi sur le reste de la course. Donc, on a changé, on a fait quelques heures sous petit spi. On a remis le grand spi le soir, et c'est là qu'on a fait on a empanné en premier, et c'était un super coup, parce que derrière, ça nous a bien mis sur des bons rails pour toute la partie alizée, au moins au début. Mais ça s'est un peu joué là, la première nuit, petit décalage, et c'était beau, et on a eu les fruits de ce décalage assez vite, donc ça, c'était cool. Mais non, stressant les Canaries, mais je pense qu'on a bien géré, on n'a pas pris trop de risques, et on a été plutôt intelligent dans notre trajectoire, et on était content de ce qu'on a fait. Et après, il y a toujours moyen de faire mieux. À un moment, faut aussi, plus tu vas proche des Canaries, plus tu as un vent qui est favorable en direction et en force. Mais à un moment, le bateau, au-dessus de 25 nœuds de vent, il est en limite, et tu vas pas beaucoup plus vite. Par contre, tu mets en vrac, tu fais des départs au tas, t'exploses les spins. Donc, il y a un moment, on cherchait juste entre 20 et 25 nœuds, on cherchait 25 nœuds de vent, et on voulait pas plus, et on s'est dit, c'était bien comme ça. Et après, voilà, on a bien géré, je pense. Et toi, Pauline, à bord de Mutuelle Bleue, quelles étaient un peu les consignes de Corentin au moment d'attaquer cette accélération du vent à la Palma? Ouais, grosse consigne, parce que lui, il a fait un très gros vrac avec Elodie à la dernière
sur la dernière édition où ils ont lâché une brise de spi, ils ont été obligés d'aller la repasser dans le dévent de Lille. Il en avait un très mauvais souvenir. Donc ouais, nous on a empanné assez rapidement au waypoint pour être prudent et je pense qu'on est les premiers à passer sous petit spi. Et par contre, nous, on a été remettre un coup, on a été un peu joueurs, on a été remettre un coup dans le vent fort et on a pris très fort. On a pris, notre anémo s'est arrêté à 43 nœuds, il s'est mis à clignoter. Donc on a pris plus que ça, mais on sait pas combien on a pris. On a des super images de GoPro de ce passage-là. Donc voilà, on revient bien, on repasse comme Gaston et Anne-Claire sous grand speed dans la soirée. Nous, le mot d'ordre, c'était de pas prendre trop de risques là-dessus, d'aller quand même essayer de jouer un peu, mais en restant voilà, assez vite on est passé sous petit spi. Pareil, on voulait surtout pas déchirer un de nos grands spi à ce moment-là de la course. Et voilà, on a fait des super surfs. Hein. C'était quand même très sympa. Incroyable. Bon, on espère bien voir. De ma vie, moi. On espère bien voir ces images à la GoPro. Loïs, en général, le passage de la marque et donc le début de la traversée proprement dite, c'est souvent l'heure des choix. On parle souvent de route nord, route sud. Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il n'y avait pas de grandes options à prendre en dehors de la route un peu la plus directe. Ouais, on pourrait la qualifier de route nord, en fait, la route qu'on a pris, parce que on pouvait pas aller beaucoup plus nord par rapport à la position du centre de l'anticyclone. Donc, il se trouve que l'anticyclone était relativement sud, donc ça ne faisait pas faire beaucoup plus de route. Et puis, il n'y avait pas un alizé profond si fort qui donnait vraiment envie d'aller, enfin, en tout cas, à moyen terme, enfin, à 5-6 jours, qui donnait envie d'aller faire plus de route pour prendre plus de vent. Donc ça s'est joué à des petits décalages et là-dessus Gaston et Anne-Claire ils ont été super forts. Je t'avoue que quand j'ai vu le pointage ils ont eu en plus en fait il faut bien comprendre qu'on a que 5 classements par jour. Ouais, ça se voit pas comme ça et les gens le savent pas trop, mais en fait nous le point classement il est quand même plus espacé que. Ouais, c'est ça, il fait défait le moral du bord à des moments. En fait, on a le dernier pointage à 17h et on a le prochain à 3h du mat. Donc ça fait quand même une bonne période. Et puis, forcément, ils ont empanné à 17h03. Et du coup, ils sont partis dans le sud et ils ont fait ce décalage-là. Et à 3h du mat, on les a vus ressortir par-dessous avec l'angle et la vitesse. On s'est dit, putain, joli coup, quoi. Mais c'était, en fait, même s'il y a pas eu de grosses options, le fait d'être quand même très proche, il y a eu quand même des petites attaques, quoi, des petits décalages. Donc mais au final, moi, j'ai trouvé ça quasiment presque plus sportivement, plus passionnant parce que, ça fait du contact et quand même des petits coups à jouer. Et puis c'est un peu moins la roulette russe, quoi, dans le sens où chacun fait pas sa course de son côté et puis on comptera les points à l'arrivée et on verra. Alors c'est un autre jeu, mais moi j'ai trouvé stressant mais stimulant et hyper intéressant sportivement parce que quand on fait la dernière fois on l'avait mal vécu parce que voilà on était sûr de notre truc, on avait fait et puis finalement c'était voilà il faut le dire les retardataires qui étaient passés quoi, qui étaient allés au nord et qui étaient passés parce que de toute façon ils étaient derrière et puis il y avait voilà il fallait tenter quelque chose quoi. Et voilà. Mais du coup, pas de grosses options, mais au final, pour une course tout aussi intéressante. Et puis voir constamment des petites attaques, quand même. Et puis voilà, par contre, constamment des petites attaques et c'était passionnant de faire ce jeu-là, quoi, pendant 18 jours, quoi. Bon, justement, Gaston, raconte-nous un peu ce petit coup là. Vous faites, c'est le 8 mai, hein, vous empannez, vous faites un petit coup au sud avant de croiser devant la flotte un peu moins de 24 heures ou 24 heures plus tard. C'est un coup que vous aviez prévisé, dont vous aviez discuté avec Anne-Claire. Et quand tu le fais à 17h03, c'est pour que les autres le voient pas au classement. Ouais, on avait des routages qui nous présentaient cette route-là et on le voyait bien, on était assez étonnés que les autres le fassent pas et qu'ils nous laissent partir tout seuls. Mais à un moment, on s'est dit, ils étaient bord à bord, Mutuelle Bleu et Massif, on était à côté d'eux, on s'est dit, on y va, on n'a rien à perdre. On le sentait bien. Et en fait, quand on le fait, on part sur un angle correct et au moment où on en panne, on a un super, on peut faire l'autre bord et on a de la pression et les deux bords qu'on fait et on va à la trajectoire. Et moi, j'étais là, ils sont beaux, hein. Je me suis dit, si à toute la transat c'est comme ça, on va aller tout droit à Saint-Barth, ça va être incroyable. Et bon, ça n'a pas été le cas derrière, mais dès qu'on a empanné et que j'ai vu que sur l'autre bord on faisait cet angle-là, je me suis dit, le coup il est génial. Là. J'ai bien senti l'affaire. Et écoute, c'était un fichier de vent qui était assez précis là sur la zone, qui me présentait ce scénario-là et ça a été bien fidèle, un petit peu mieux que prévu. Et après derrière, ça nous positionne
un peu en mode attaque. En même temps, on est au sud, donc on sait qu'on aura toujours plus de pression qu'eux pendant un bon moment. Donc ça nous a mis un peu au chaud pendant un peu de temps, et après ça s'est redéfait. Mais on savait que ça allait. À un moment, je me suis dit, ça allait peut-être faire un matelas suffisant pour gagner la Transat. Mais au final, tu te rends compte que ça, c'est pas un C, quoi. On avait, je sais pas, 5000, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus par moment, mais c'est à l'échelle de ce qui restait à parcourir, c'était rien du tout. Mais bon, c'est toujours. Ça met une super dynamique à bord, et du coup, on regarde chaque classement, et Anne-Claire était contente, j'étais content, on poussait bien, tout le monde met beaucoup plus d'énergie que quand t'es derrière et que tu prends tous les classements et que tu te fais dépasser par les autres, c'est toujours plus dur. Donc là, c'était bien, on avait une bonne spirale positive à bord. Ça, c'était principal. Pauline, quand vous voyez Gaston et Anne-Claire se décaler comme ça, quelle est un peu la réaction à bord? Est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on y va nous aussi, ou est-ce qu'on le laisse faire? J'imagine qu'on se pose forcément des questions. Ouais, alors en fait, enfin, nous, on a vraiment hésité à y aller. On avait déjà redécalé pour ça. On est les premiers à redécaler pour ça au niveau des Canaries, et on a hésité à y aller, et tout le reste de la flotte était, nous on était décalé un petit peu sous le vent à ce moment-là. Tout le reste de la flotte était avec nous, et du coup sur le risque, est-ce qu'on part un peu seul à ce moment-là de la Transat alors qu'il reste toute la distance ou pas? Nous, on a choisi de continuer, mais c'est sûr que l'option, on savait qu'elle était possible et que potentiellement elle pouvait être bonne. On a hésité, et nous, on a choisi de rester groupés avec les autres copains. Mais c'est sûr que on savait que potentiellement ça pouvait être très bénéfique. Et Voilà, toi, après, Loïs? on faut faire des choix, quoi. Et toi, Loïs, comment tu réagis sur le coup? Est-ce que finalement le fait de rester groupé, ça rassure, ou au contraire on se dit: «Non, on aurait dû tenter le coup aussi», comment Bah, tu ouais, en fait, c'est un peu tout le jeu de Mm. de ce placement dans l'Alizé. En fait, il y a la courbure à jouer avec l'angle, qui est hyper intéressante, parce que du coup, le but, c'est de quand même ressortir. Et à un moment donné, on a quand même fait, on va dire, si on peut schématiser, à un moment, on a fait plus d'ouest, et puis après, on a fait plus de sud, on a fait plus de tribord pour aller à l'ouest, puis après plus de bâbord pour aller au sud. Et en fait, c'est tout le jeu du truc. Plus tu vas à l'intérieur de la courbure, meilleur sera l'angle en sortant, mais moins t'auras de vent. Donc, parce qu'il y a l'isobar qui se dessert, et donc du coup, tu vas moins vite. Mais du coup, c'est compliqué de trouver le curseur et de savoir. Moi, je voulais essayer d'avoir un meilleur. Je croyais vraiment au positionnement nord, mais c'est vrai que quand je vois Performance qui ressort avec un autre vitesse en plus, 2 degrés d'angle de mieux, et puis ça y est, les 1000 qui se grignotent. Je sais qu'il va reperdre un peu au point d'empannage, mais je me dis, j'espère qu'il a pas mis suffisamment de distance pour pas perdre. Enfin, c'est vraiment très subtil en fait, et du coup. Ouais, et puis en plus, le résultat, on le voit, je sais pas, 5 jours après, ou un petit peu moins peut-être, mais Ouais. et le croisement avec eux, il s'est joué. Puis en plus, on avait un décalage entre nos fichiers météo et la réalité. On avait un peu plus de vent. En vrai, on mesurait quand même un peu plus de vent que ce qui était annoncé. Donc du coup, je me disais, on est quand même content. C'est quand même des conditions de vent acceptables. Donc et puis effectivement, comme tu dis, d'être au contact, ça peut être rassurant dans le sens où si tu arrives à garder le mec qui est à côté de toi derrière toi, bon voilà, il y aura pas de, tu prends pas de risque. Mais voilà, on en a fait après plus tard des décalages, hein, on a pris des risques mesurés, mais c'est tout le jeu du déplacement dans l'Alizé comme ça. Mais c'était passionnant, hein, c'était vraiment, même s'il y a des moments où tu fais un peu de l'huile au classement, voilà, tu te dis bon allez, on se remet plus dans un mode attaque pour les prochains 1000 et puis les prochaines journées, et puis voilà. Non, c'était passionnant. Bon, Gaston, vous êtes en tête, et là, vous tapez quelque chose 1 ou 2 jours plus tard, et je pense qu'à un moment, dans ce que vous avez raconté, hein, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il fallait continuer ou pas? Raconte-nous un peu ce qui vous est arrivé exactement, les dégâts occasionnés, et un peu l'état d'esprit à bord à ce moment-là. Ouais, c'était en pleine nuit, je sais pas, quelque chose comme 3h du matin. On sait que le lendemain, on a le croisement avec les deux loulous qui étaient un peu à notre nord, donc on sait que normalement on est plutôt bien positionné et que ça devrait plutôt être favorable pour nous. Et là, moi, je suis à l'intérieur, je suis dans la bannette, je suis réveillé, mais je sais plus où je suis en train de faire à manger, quelque chose comme ça. Anne-Claire est à la barre, il y a 15-17 nœuds de vent, tout va bien, le bateau on est sous spi.
prend des petits surfs, on va vers quelle vitesse, mais vers 12 nœuds quand même, donc ça va assez vite. Et là, j'entends un gros boom, et là, t'espères juste une chose, c'est que ce soit le foil qui tape et pas le safran, parce que le foil est solide, et tu sais que s'il casse le foil, c'est pas très grave, ça permettra de finir la course, et le safran, par contre, c'est toujours plus difficile. Et là, malheureusement, c'est le safran qui a tapé, et du coup, Anne-Claire, elle me dit direct, là, je peux plus barrer. Et moi, je vais voir derrière, je vois que tout est un peu explosé. Je lui dis, attends, elle me dit, il faut qu'on affale le speed. Je lui dis, attends, non, on est en tête de la course. Moi, je veux pas affaler le speed du tout. On va faire autrement. Et je lui dis, reste à la barre, prends la barre à deux mains et fais marcher ta préparation physique. Et je lui dis, moi, je vais faire le diagnostic en fond de coque, voir s'il n'y a pas une fuite d'eau, s'il n'y a pas quelque chose qui a bougé, qui pourrait nous mettre un peu qui pourrait toucher la sécurité du bateau. À un moment, si jamais il y a une voie d'eau et qu'il y a un geyser qui sort du safran, ça peut être compliqué. Et je vais voir à l'arrière, il se passe rien, il n'y a pas une goutte d'eau, rien qui a trop bougé. Par contre, c'est juste que le safran est en contact avec la coque, donc on sait que. Il y a déjà eu des cas comme ça en fait avant sur d'autres courses, et on sait que ça a fini toujours par c'est toujours bien fini. Donc il y a toujours ça. C'est toujours un peu dur pendant les premières heures, et après à la fin, le safran il fait son trou dans le tableau arrière, et ça fait que s'améliorer. Donc je lui dis, là, ça va être dur. Mais en même temps, on va pas abandonner la course et on va faire comme ça. Maintenant, faut faire au mieux. Par contre, on sait qu'aussi, on est sur les dernières heures en tribord, et qu'après, 90% de ce qui va rester, c'est du bâbord, et on sera moins gêné sur l'autre bord. Donc, je lui dis, là, on va essayer de faire un petit ponçage, de faire un peu de tout ce qu'on peut avec ce qu'on a à bord. On a quelques outils, on a de quoi poncer le safran, mais du coup, là, on se relaie, on fait des petits quarts d'une demi-heure, une heure, à deux bras sur la barre. On essaie d'aller droit, et c'est dur, mais bon, on sait aussi que moi je pense à Holcim et Kevin Escoffier qui sont en tête de la Volvo et qui de l'Ocean Race et qui font tomber le mât, et que là la course elle s'arrête. Nous c'est pas notre cas, on est encore le bateau il est encore capable d'avancer, et c'est un sport mécanique, il faut accepter les contraintes, et c'est un peu de malheur, mais moi je suis pas dépité, j'ai un peu les boules, je me dis qu'on perd quand même pas mal de chances de victoire, mais par contre je me dis on verra bien sur l'autre bord ce que ça donne. Si sur l'autre bord c'est barrable, on sera 100% sur l'autre bord, ce sera pas non plus trop gênant après. Et au fur et à mesure, ça s'améliore, et les premiers jours sont un peu durs, et après, ainsi vite, le safran, il ponce naturellement le tableau arrière, et c'est pas très joli à voir, tout est un peu abîmé, et par contre, on pouvait refaire un peu de pilote, barrer un bras, et ça, sur la fin de course, ça nous a un peu moins handicapé. C'était sûr qu'on a lâché quelques milles, après de là à dire qu'on aurait gagné la Transat sans avoir ce problème-là, ce serait trop prétentieux, parce qu'il s'est passé plein de choses, et on était bord à bord avec les autres, et on était en tête par moment, et derrière Massif a mieux navigué avec nous sur la fin, mais bon, ça ne nous a pas avantagé, ça c'est sûr. Bon, vous avez pris du muscle. C'était longtemps avant l'arrivée. Ouais, c'est au moment, juste avant le croisement, c'est un jour avant le croisement. C'est une semaine de l'arrivée. Une semaine de l'arrivée, ouais. Ouais, c'était le 11 mai. Vous avez pris du muscle, du coup, à force de barrer. On a pris du muscle. Anne-Claire a des bras énormes maintenant. Moi aussi. Et Anne-Claire, elle est d'accord avec toi sur le fait de continuer, ou elle émet des doutes? Vous êtes sur la même longueur d'onde à ce moment-là? Pas tout à fait sur le moment. Elle est plutôt en mode on a fait le SPI, on fait un vrai diagnostic, et là-dessus on n'est pas vraiment d'accord, mais bon, ça arrive souvent dans les duos comme ça. Et par contre, vu que c'est moi le skipper, c'est moi qui ai eu le dernier mot là-dessus. Et après, elle a compris au petit matin, elle a compris que voilà, que c'était la bonne décision, et que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Nous ralentir, nous arrêter, ça n'aurait pas changé grand-chose. On n'allait pas démonter le safran. Il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Là, il fallait continuer. Au contraire, plus on barrait et plus on mettait de l'angle de barre, plus on allait poncer le safran, et mieux ça allait être. Donc voilà, j'avais souvenir de Basile Bourgnon qui avait eu ce problème-là sur une course début de saison, et qui m'avait raconté comment il avait géré, et que ça s'était amélioré. Donc moi j'étais assez serein, j'étais pas non plus trop inquiet sur le fait que pour moi ça allait aller de mieux en mieux. Sauf que Basile, il pouvait le tenir à une main quand même. Basile, il a 2 V1 à la place des bras, donc ça l'arrange. Il n'a pas kiffé pareil. Pauline, Loïs, est-ce que vous êtes au courant de ce qui arrive à Gaston et Anne-Claire? Est-ce que vous avez été au courant? Est-ce que ça s'est su? Est-ce que dans ce cas-là, ça booste encore plus de savoir que le concurrent a un pépin technique? Nous, on l'a appris, je pense 24 heures après. Puis en fait, on s'est retrouvé bord à bord 2 jours après. Donc j'ai appelé Gaston à la VHF, je lui ai demandé direct. Et il m'a expliqué, donc ça n'a pas mis trop de temps. Et on était à portée VHF, donc voilà, on a eu le. Mais ouais, on l'a pas appris tout de suite. Mais on n'a absolument rien vu sur les traces, ça c'est pas du tout. Ça s'est absolument pas vu, en tout cas nous sur les relevés et les pointages. Pour nous, ils allaient toujours aussi vite, t'inquiète pas.
Et pas de souci. Bon, passons à la fin de course. Vous êtes tous les trois à un moment groupés, hein, vous êtes quasiment collés les uns sur les autres. Est-ce que vous vous voyez sans arrêt? Est-ce que justement vous discutez beaucoup entre vous? Comment ça se passe entre les trois bateaux? Bah, on se voit presque la journée, surtout la nuit un peu moins. Pas trop la nuit. Mais on discute pas tous les jours quand même. On discute de temps en temps, mais on est bien concentrés quand même. On fait bien notre route chacun de notre côté. Ils ont tous envie de gagner, les trois premiers là. Et d'ailleurs, les trois auraient pu. Enfin, un des trois bateaux, les trois auraient pu gagner, mais. Ça se cherchait. Il y avait. Mais ouais, il y a quand même des petites attaques et puis des feux qui s'allument, qui s'éteignent, voilà. C'est, il y a un peu de jeu de figariste quand même, hein. Il y a un peu d'intox. Est-ce que vous avez eu beaucoup de sargasses? Je me souviens qu'il y a 2 ans, ça avait été un vrai sujet avec beaucoup de temps à passer à les retirer. Est-ce que ça a encore été le cas cette année? Gaston, je vais demander à toi. Maman m'avait vendu les sargasses depuis les Canaries jusqu'à Saint-Barth en non-stop, que ce soit un l'enfer. Et du coup, tous les jours qui passaient depuis les Canaries, j'étais hyper content de ne pas en voir. Et après, quand ils sont arrivés, on savait qu'ils allaient arriver. Donc, on a géré au mieux. C'est sûr que c'est hyper sollicitant, mais à un moment, ça, le bateau, il avançait quand même. On se dit que c'est pour tout le monde pareil, que c'est la partie physique de la transat, c'est que c'est pas les meilleures heures, hein. C'est plus du bateau à voile, hein. C'est quand t'es dans les sargasses et à l'arrêt. Les 48 dernières heures, ça a été l'horreur. Et qu'il faut faire des marches arrière, tu te demandes un peu à quoi ça arrive, mais bon, après, c'est la contrainte de notre environnement, c'est comme ça, et je pense qu'on peut rien y faire, nous, à notre échelle, et que c'est un peu plus. C'est les problématiques qui sont un peu plus loin de notre périmètre d'action, mais en tout cas à nous, mais en tout cas, ouais, c'était contraignant, hein. Mais après, voilà, nous, on était préparés physiquement. Anne-Claire aussi est hyper physique, donc je me suis dit qu'on allait pouvoir tirer sur la corde à nœud, que ça allait bien se passer. On a géré. Écoute, mentalement, c'est dur par contre. C'est super dur mentalement. Quand tu commences ton quart, quand tu entends l'autre sur le pont en train de faire des cordes à nœud, tout est plus dur et la vie à bord, elle est plus dure. On fait des marches arrière, c'est inconfortable. Tu mets de l'énergie. Après, on a la chance d'être en tête et de jouer un peu la victoire. Et du coup, tu oublies un peu ça. Tu es encore dans le jeu de la course. Par contre, quand tu es derrière, je pense que ça va être encore plus dur. Ouais, et puis c'est surtout que c'est constant. À peine la corde à nœud passée, on était déjà réalgués. Enfin, c'était vraiment les 48 dernières heures, c'était mais en permanence. Ouais, c'est ça. Il y a des passages. Même pendant 2 heures, il y en a plein. T'as intérêt à la chance que pendant ton quart, il y ait une petite accalmie. Faut tomber vraiment sur le bon quart parce que. Mais mais on en a quand même eu moins qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était. Mais on avait fait une route plus sud aussi, donc je pense que. En fait, on avait quand même des cartes qui les modélisaient et on n'a pas fait notre stratégie en compte comme ça, mais on voyait qu'il y en avait plus dans le sud que là où on était. Donc, écoute, voilà. Loïs, justement, à moins de 500 000 de l'arrivée, vous êtes, je crois, les 5 premiers en une quinzaine de milles. Est-ce que là, la tension commence à monter? On arrête justement de discuter avec les autres, de se lancer des blagues, on dort moins? Raconte-moi un peu dans quel état d'esprit on est un peu dans ce sprint final quand on est si proches les uns des autres. On était dans le même état d'esprit que depuis le début. On n'a pas vraiment changé de fonctionnement d'état d'esprit. Après, oui, forcément, les classements sont plus importants, plus les milles vers l'arrivée se rapprochent, plus voilà, la distance entre les concurrents est importante parce que ça fait moins d'opportunités soit de revenir, soit de se faire rattraper. Mais à un moment donné, on a fait l'erreur, je pense. On était au contact avec Pauline et Corentin, avec Mutuelle Bleue, et on s'est mis un peu à les marquer. Et puis pendant ce temps-là, je sais pas ce qui nous a pris pendant 24 heures. Là, on s'est fait un espèce de match race. C'est Pauline qui doit nous inspirer ça, je sais pas. Et puis en plus, ils étaient meilleurs que nous à ce jeu-là, donc c'était pas une bonne idée. Et en fait, pendant ce temps-là, Gaston et Anne-Claire, ils ont fait leur route, encore une fois. Ils ont fait leur décalage. Et en fait, on s'est un peu ressaisi avec Charlotte à ce moment-là. On s'est dit non mais attends, c'est bon là, il reste 3 jours, on va faire notre jeu. C'est pas du tout le moment. C'est pas le moment de marquer ou de quoi. C'est pas assez loin d'être gagné. Et d'ailleurs, après pendant 2 jours, je crois que vous étiez en tête. Donc on s'est ressaisi, on s'est remis dans notre mode normal de transat et voilà. Mais le danger, ça peut être ça, de vraiment se mettre en mode de défense alors que c'est pas acquis en fait. Donc
Le mode défense, il a commencé à quelques heures de l'arrivée, quoi, quand on a, voilà, on s'est mis entre le deuxième et l'arrivée, et puis qu'il y avait plus grand chose à jouer en stratégie, mais on a switché que quelques heures avant l'arrivée, quoi. Sinon, non, à 500 000, on était dans notre mode attaque. Et finalement, cette petite différence, hein, il n'y a que 16 minutes à l'arrivée avec Gaston et Anne-Claire, et je crois 58 minutes avec Pauline et Corentin. Finalement, elle se fait où cette petite différence qui vous permet de gagner? Oui, d'ailleurs, Jean-Luc Petit-Huguenin, qui est le fondateur de Paprec, nous a dit ça à l'arrivée. Il nous a dit, vous vous rendez compte que ça fait moins d'1 minute par jour. C'est vrai que quand tu ramènes ça, non mais c'est vrai, non mais c'est dingue. Quand tu ramènes ça au temps par jour, quand tu sais, quand t'es en train de faire tes coordonnées, où tu te dis bon, ça va, là, il y en a pas tant que ça dans la quille des sargasses, tu sais. Et là, tu te remets le truc, tu te dis putain, mais quand même, quoi. Et mais ouais, non, c'est sûr, c'était voilà, ça fait un résultat à l'arrivée qui est hyper représentatif de la transat qu'on a passée, et voilà, et c'est pour ça que nous, jusqu'à la ligne d'arrivée, j'ai dit à Charlotte, voilà, il va y avoir plein de bateaux accompagnateurs, il va y avoir plein d'engouements, mais il y a aussi des casiers, il y a aussi des bateaux de plaisance au mouillage qui sont pas forcément éclairés, machin. Il faut qu'on reste concentré jusqu'à franchir la ligne, parce que justement, en un quart d'heure, enfin en 16 minutes, si tu te mets dans un casier ou que tu fais une bêtise, derrière ils ont le temps de revenir et d'en profiter. Donc il faut qu'on reste alerte et focus jusqu'au bout si on veut, voilà, si on veut être sûr, quoi. Donc Mais est-ce qu'il y a eu un petit coup stratégique ou un petit décalage? Tu parlais qu'il y a eu des petits décalages. Est-ce qu'il y a eu un petit décalage décisif, ou finalement c'est justement, comme tu le disais, une accumulation de minutes par jour qui vous a permis de faire la différence? Ouais, non, c'est sûr que nous, dans les dernières 24 heures, en fait, j'ai bien analysé le truc, j'ai regardé et tout, et puis à un moment, je sors, je dis à Charlotte, bon voilà, la performance, ils sont en train de gagner la Transat. Donc sur le papier, si on fait rien, ils vont arriver devant nous. Donc je te propose une chose, c'est qu'on attaque tout l'après-midi, on y va comme des fous, on y va, on met de l'angle, on monte la cadence, et tant qu'on a du vent là, et en plus on avait une petite pause de sargasse à ce moment-là. Et je lui dis, on attaque pendant 6 heures là, on bourrine fort, et puis on espère qu'au bout il y a de la gauche. Pour l'instant, j'attends le prochain modèle météo, mais là j'ai le modèle américain qui me dit que ça le fait. Donc si on arrive à avancer, si on arrive à faire un gain ouest de 2000, j'avais calculé mon truc, hein, si on arrive à faire un gain ouest de 2000, écoute, d'après le dernier modèle, ça le fait. Et puis après, 1 heure après, le modèle européen sort et me confirme le truc. Donc là, je peux te dire que c'était champagne à bord. Et on a attaqué comme tout ce qu'on pouvait, et puis et puis voilà, moi, la gauche a fini par arriver. Et là, je peux te dire qu'on a pris chaque degré de bascule. On y est allé en 8 fois, je crois, pour recroiser devant eux. Mais ouais, non, si on s'était laissé faire et résigné, je pense que c'était mort. Gaston, on est obligé d'exploiter ça. Gaston, raconte-nous l'envers du décor, plutôt parler de contre-champ. Ouais. Quelques jours avant, on suit un peu les routages sur le finish depuis quelques jours, et on voit que propose une route proche de la line. Donc ça engendre que du coup, si tout se passe bien, c'est parfait. Par contre, t'as plus de marge de manœuvre. Si sur la line, tu peux plus faire grand chose. Donc t'as plus de jibe à faire. Et si le vent il est comme prévu, c'est super. Par contre, il y a peut-être une petite part de risque qu'on a un peu mal géré. Et là-dessus, du coup, on prend cette route-là qui paraît sur les routages, et c'est la route la plus rapide, pour la Saint-Vincent, c'est la plus rapide. Et au final, tous les 6 heures, les fichiers de vent, ils sont différents. Une fois, le vent, il est à droite, une fois, il est à gauche, une fois, c'est Massif, une fois, c'est Mutuelle Bleue, une fois, c'est nous, et ça joue presque à peut-être 5 degrés près, sur le vent. Je pense qu'à 48 heures de l'arrivée, on était quasiment sur une même ligne d'égalité, mais décalée avec des latérales entre nous. On sait que si le dernier bâbord qu'ils font, il est avec du vent au 80, ils vont passer loin devant nous, et s'il est au 100, en fait, il n'y a même pas débat, on est loin devant. Et il y a des petits gains, et l'activité, il y a des... C'est pas le podium d'ailleurs. Il y a des petites choses qui se passent derrière on sait que c'est assez actif dans cette partie-là. Donc voilà, à un moment, nous on espérait, à un moment quand on voit Massif à la IS, on les voit, et là il nous dit croisement dans
dans tel temps avec tel écart, quoi. Et là, à un moment, on voit que c'est égalité, à un moment, on voit que c'est 1,6 devant, et après, on voit qu'au final, je vois que leur bâbord il est super et qu'ils font un super bord. Je me dis, bah, la merde, ça va être compliqué si ça continue comme ça. Et là, on voit qu'ils rejaillent, donc on voit que le vent, il repart un peu. Et là, là-dessus, ils ont été très forts, et je pense que, même de manière générale, ils ont bien géré les allongements de route et les accélérations que ça créait. Et derrière, ils compensaient bien ça avec des beaux recalages. Et là-dessus, ils ont été meilleurs que nous, je pense, sur les 5 derniers jours. Ils ont fait des trajectoires plus à l'attaque sur les angles. Ils ont poussé plus la barre pour accélérer le bateau. Et nous, on était plus sur la gestion de VMG, essayer de faire moins de distance. Donc, c'est-à-dire, je crois que dans les distances, c'est nous qui avons fait le moins de route. Et c'est Mutuel Bleu qui était les plus rapides, je crois, sur ce qu'on m'a dit. Mais en tout cas, Massif a bien géré toute cette partie-là. Et après, c'est des choix. Hein. C'est toujours un peu là. C'est pas du hasard. Ça reste quand même ça reste un jeu, en tout cas, dans la stratégie. Mais c'était dur de savoir quelques jours avant qui allait passer en tête. Mais bon, c'était bien. Ça a animé les débats aussi. Ouais, c'est clair. Pauline, vous, comment vous avez géré cette dernière ligne droite? Est-ce qu'il y a des regrets sur ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit que vous pouviez jouer la victoire? Vous étiez quand même très, très, très proches les uns des autres. Ouais, bah la victoire, ouais, non, on n'a pas de regret parce que de toute façon, à un moment, il faut faire des choix et quand on les fait, on pense que c'est bien. Donc voilà, il n'y a pas de regret. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir quand on le fait, on sait pourquoi on le fait et bah c'est sûr qu'il manquait pas grand-chose. Nous, on était sur une des deux extrémités et on savait qu'il y avait de la droite à arriver et que du coup la droite c'était pas fou pour nous, mais que par contre ça allait terminer, on était quasiment sûr que ça allait terminer dans de la gauche à la fin. Donc on misait bien là-dessus et sur les fichiers, nous on pensait qu'on aurait un peu plus de vent que nos copains dessous. Donc voilà, nous on avait misé là-dessus jusqu'à 24 heures de l'arrivée, c'était plutôt pas mal. Et en fait, sur la dernière journée, on a eu un petit peu moins de vent et l'angle il a un peu tardé à rentrer. Donc voilà, ça a pas payé jusqu'au bout. Ça aurait pu, mais en tout cas, on n'a pas de regret quand on fait ce choix-là. Voilà, à un moment, faut décider et c'est sûr que c'est moins bien passé, mais voilà. Loïs, à quel moment tu comprends vraiment que vous allez gagner? À quel moment maintenant tu te dis c'est sûr que là la victoire ne peut plus nous échapper? Quand j'ai franchi une arrivée à Gustavia. Non, mais oui, pour tout ce que je t'ai déjà expliqué, parce qu'ils étaient pas loin et que du coup, voilà, s'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, la distance et la proximité fait que. Mais je pense que quand on a recroisé devant, je sais plus, à 50 minutes de l'arrivée, un truc comme ça, enfin de Lille en tout cas, là je me suis dit quand même, il y a moyen de, enfin si on se foire pas, à moins de faire une grosse bêtise, il y a pas de, enfin voilà, on va vite, il y a pas d'option dingue à jouer, donc normalement, si on s'applique bien, ça devrait le faire quand même. Bon, à vous écouter, finalement, si on fait le bilan de cette course, on dit que parfois on entend certains marins qui disent qu'ils trouvent parfois le temps un petit peu long sur une transat comme ça. Là, on a l'impression que aucun de vous trois n'a trouvé le temps long tellement c'était intense. Pauline, toi c'était ta première, tu découvrais la longueur d'une transat. T'as jamais eu de lassitude, t'as jamais trouvé le temps long? Non. C'est sûr que les 48 dernières heures, c'était un peu moins marrant avec les sargasses, mais ça restait quand même. Enfin, il y a eu vraiment, il y a eu tellement de jeux jusqu'au bout que non, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Mais alors, je pense que ça aurait pas été la même si on avait été décroché ou si on avait été un peu seul et voilà. Mais là, il y avait. Non, et puis en plus comme on est à vue, les écarts ils sont matérialisés, on les voit quoi, on les voit qui se font et qui se défont et que ça se rapproche et que tu prends des milles et quand tu prends des milles tu as envie de les récupérer et donc ça te tient quand même ça te pousse à être à 100% tout le temps quoi.
Bon, et est-ce que tu as aimé ça au point d'avoir d'ores et déjà envie de remettre ça, d'encore courir au large, ou t'es content d'aller retrouver tes compétitions de match race et tes formats de 20 minutes? Non, mais alors, je savais pas trop si ça allait me plaire et ça m'a plutôt plu. Mais c'est pas dans l'immédiat. Je pense pas en faire tout de suite. Moi, je recommence jeudi le match parce qu'il y a la 3e étape de Coupe du Monde qui est au Havre, jeudi. Ouais, la Donc, Normandie moi, Match Cup. je vais repartir très très vite. Je reprends l'avion demain pour repartir naviguer en match, mais bah, c'est pas forcément vers la course au large que je vais aller tout de suite, mais je D'accord, dis pas que j'y reviendrai pas. il y a de la Coupe de l'América pour toi, c'est ça? Ah ouais, exactement, Tu fais partie de la sélection féminine du défi français Orient Express Team. Ouais, exactement. On avait fait les sélections à Quiberon courant avril, et moi ils m'ont appris que j'étais retenue dans l'équipe en partant du ponton au départ de la Transat. Donc c'est vraiment cool et c'est un super défi qui se profile. Donc je vais être plutôt un peu là-dessus, mais ça veut pas dire que j'y reviendrai pas par la suite. Bon, c'était la première Transat Paprec en double mixte. Est-ce qu'on peut dire que le bilan, toi qui étais une navigatrice, est-ce que le bilan est bon? Est-ce que ce coup d'essai est une réussite? Bah, faudrait demander aussi aux gars ce qu'ils en Et pensent. En tout cas, je vais c'est leur sûr que pour demander les aussi. filles, ouais, c'est sûr que pour les filles, ça a été une super opportunité. Moi, je pense que j'aurais pas forcément fait de la course au large maintenant sans ça. J'avais plutôt annoncé d'ailleurs que c'était pas forcément quelque chose qui me disait tout de suite. Mais bon, l'opportunité Corentin qui m'a proposé de faire ça, c'était quand même génial pour s'essayer sur cette discipline. Et bah, c'est sûr qu'on voit que, alors c'est dommage d'être obligé d'en arriver là, mais par contre ça a amené quand même plein de filles à venir naviguer en Figaro et en Transat. J'espère que ça va les pousser à monter leur propre projet par la suite, et que du coup il va y en avoir de plus en plus dans la discipline. Mais c'est sûr que ouais, je pense que c'est une réussite. Loïs, Gaston, pour vous, quel est le bilan de cette première en double mixte, Loïs? Moi, j'étais content qu'on soit que 11 et pas 40 parce que quand je vois les matchs qu'on a eu et comment mentalement c'est dur, comment ça m'a tiré dessus sur ces derniers jours là, je me dis que là c'est un coup à finir avec 30 bateaux, c'est un coup à finir avec la même coupe de cheveux qu'en temps à l'arrivée. Et non, bah, super bilan. Et moi, pour ma première transat, j'ai pas pu comparer par rapport à ce qui se faisait avant, mais en tout cas, il y avait tous les ingrédients qui étaient réunis et le duo mixte avec Anne-Claire, ça a bien fonctionné. On pourrait repartir ensemble. Je pense qu'elle aussi était bien appréciée à la course. Et écoute, c'est positif hein, et tout le monde est content. Je pense que les partenaires, la région Bretagne et le CMB, ils ont bien vécu la course. C'était à Fond-d'Arnoux, ils ont bien aimé le concept. Et c'est sport et la classe aussi. Ils ont bien tout le monde. Je crois que le bilan est positif pour tout le monde. Bon, Loïs? Bah moi, ouais, pareil, bah forcément, en plus ça finit bien, donc ça aide, mais non, en plus, moi j'ai la chance avec Charlotte d'avoir un super binôme, que ce soit en double sur le bateau ou chacun sur notre bateau massif en solitaire pour travailler et gérer ce projet. Voilà, j'ai rencontré un super marin et puis une nana qui a un énorme potentiel. C'est sa première transat et puis bah voilà, elle m'a suivi à fond dans ma schizophrénie de la victoire et elle a pas du tout, enfin voilà, elle a vraiment été exemplaire et elle m'a vraiment bluffé à des moments, surtout notamment quand il fallait faire de la corde à nœud, parce que la corde à nœud, faut bien comprendre que c'est quand même physique, parce que le bateau il va vite. Et Charlotte, enfin, réellement, elle fait 1m50 quoi. Donc tu peux te dire, mais comment elle peut tirer aussi fort que moi? Puis en fait, elle supportait pas d'en faire moins que moi et elle y allait limite plus avec plus d'engouement que moi quoi. Donc j'étais impressionné et puis non, c'était hyper agréable et je repartirai avec elle. Enfin voilà, avec plaisir. Et d'ailleurs on va dans quelques semaines participer au Tour de Bretagne ensemble. Qui est pas imposé en double mixte mais qui est en double et qu'on est prévu et qu'on est bien content de faire ensemble et puis bah voilà, d'autres transats
même sur des plus gros bateaux, avec elle, sans problème et avec grand plaisir. Au Bon, contraire. justement, pour finir, pour vous, Loïs, Gaston, qui êtes sur le circuit Figaro, la suite du programme, ça va enchaîner rapidement? La solitaire du Figaro. Voilà. On va La, refaire un peu d'AIS. la solitaire Non, fin août, mais il y a d'autres courses d'ici là, j'imagine. il y a d'autres courses d'ici là. Il y a justement voilà le Tour de Bretagne, la Solo Guicoten et voilà le programme est dense et puis voilà la solitaire en gros objectif au mois d'août. Donc voilà, on a hâte. Est-ce que pour finir, est-ce qu'il y aura une autre transat pour vous en fin d'année? Il y a la transat Jacques Vabre qui s'élancera le 29 octobre du Havre. Est-ce que c'est au programme ou est-ce que c'est un objectif pour l'un comme pour l'autre? Et en ce qui me concerne, c'est pas encore officiellement au programme, mais voilà. Ça va le devenir. Pour l'instant, comment? Ça va le devenir? Ça va le devenir. Je sais pas. Écoute, on va voir. Non, pour l'instant, c'était pas mon objectif principal. Donc voilà. L'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur la solitaire. Donc ça laisse peu de temps pour aller sur les autres bateaux et les autres circuits, notamment. C'est les programmes qui s'entrecroisent. Mais voilà, si une belle opportunité se présente, voilà, c'est pas encore ficelé. Et pour toi, Gaston? Moi, je peux rien annoncer du tout officiellement, mais écoute, c'est plutôt parti sur de bonnes voies pour peut-être que j'y participe. Bon, quand on annonce ça officiellement, en général, c'est que c'est bon. Bon, on en reparlera. Le principal reste la solitaire du Figaro et la saison, elle sera réussie que s'il y a une belle solitaire. Et après, le reste, c'est du bonus, mais ça ferait une saison chargée entre la solitaire et derrière la Transat Jacques Vabre et celle. Et la Transat Paprec, ça fait une sacrée saison quand même. Ouais, tout à fait. Bon, il y a encore quelques jours de repos aux Antilles ou vous rentrez comme c'est pas du repos, les Antilles. Ah non. Beaucoup trop intense. Mais on est plus fatigué qu'à l'arrivée. Bon, en tout cas, merci tous les trois. C'était très sympa de vous avoir tous les trois en même temps. Pauline, bon retour au Havre pour attaquer la troisième étape, je crois, du championnat du monde de match racing dans le cadre de la Normandie Cup. Et Gaston et Héloïse, on se retrouvera sur le Tour de Bretagne début juillet. Merci à tous les trois. Bonne journée à tous. Et on se retrouve quant à nous pour un 120e épisode de Pause Report mardi prochain. Allez, à bientôt. Merci Axel. Merci. Salut. Merci. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!